Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech que vous regardez sur Bismart tous les matins en direct à 11 h. On va commencer cette édition par regarder ce qui va arriver dans un futur proche dans le domaine de l'automobile. Nous verrons des concepts cars, des démonstrations roulantes. Ce sera le sujet de ma première interview avec Pierre Boulet de Novares. Il est en ce moment même en direct du pavillon Dauphine pour ces démonstrations. Et puis au cœur de cette émission, je reviendrai sur l'attaque qui a frappé les hôpitaux publics, la PHP. C'était il y a quelques semaines, presque 1,5 million de Français ont reçu un message d'excuse de la PHP, leur indiquant qu'une partie non négligeable de leurs données personnelles avait été volée, les laissant pour le moins désemparés. Alors nous ferons un point essentiel sur ce qu'il faut savoir de cette attaque. Et puis on reviendra avec le rendez-vous des applications. Là, on parlera des applications de santé avec des recommandations aussi d'un expert. Et on conclura par un zoom sur une avancée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Bonjour Pierre Boulet, merci beaucoup d'être avec nous en direct donc, du pavillon Dauphine où vous allez réaliser là dans quelques minutes la présentation de 2 prototypes et aussi 2 démonstrateurs roulants, donc le futur proche de la voiture. Vous êtes directeur général de Novares, qui est un équipementier qui conçoit, fabrique des composants et des systèmes au service de l'industrie automobile de demain. Vous êtes plus spécialisé dans les techniques d'injection plastique. On rappelle aussi que votre siège social est en France. Voilà, donc on va parler d'innovation française. Alors, on va commencer peut-être par ce contexte un peu particulier pour le secteur de l'automobile, puisqu'on est à la fin d'une crise Covid-19, mais encore aussi dans une crise de pénurie de semi-conducteurs. Alors, sur l'aspect de la pénurie, c'est vrai que le Covid décroît en Europe et dans un grand nombre de pays, mais ce n'est pas la même réalité dans tous les pays du monde. Et une partie des problèmes d'approvisionnement que nous avons aujourd'hui en Europe, mais aussi aux États-Unis et dans une moindre mesure en Chine, trouve son origine dans la crise Covid des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc en fait, on n'est pas complètement sorti, et je dirais que pour ce qui est de l'industriel que je suis, on est passé d'une crise Covid à une crise de composants. Donc aujourd'hui, c'est une crise différente. Est-ce que ça représente un frein pour l'innovation, cette période compliquée ? Alors non, puisque les programmes d'innovation, on a démarré en 2013. Les voitures que l'on voit aujourd'hui ont été démarrées pour certaines en 2017. Donc ce sont des cycles très longs. Donc on a des crises ponctuelles de confinement et de livraison, mais nous n'avons pas arrêté, modifié nos programmes d'innovation, puisque c'est très très long. Il faut déjà 3-4 ans pour les développer, ensuite il faut attendre 3-4 ans pour les installer sur les voitures. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec à quoi va ressembler cette voiture de demain. Quand on dit demain, on est vraiment dans le futur proche, puisque vous présentez 2 Novacars, comme vous les appelez, qui sont au stade abouti. Ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a des technologies qui sont vraiment prêtes à être intégrées dans les voitures ? Oui, c'est exactement ça. Donc la première Novacar a été présentée il y a 4 ans, la deuxième il y a 2 ans. Donc c'était à l'époque des prototypes. Et nous avons poursuivi le travail. Aujourd'hui, elles sont complètement abouties et prêtes à être commercialisées. Donc nous faisons des offres à certains de nos clients. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans là, dans ces technos prêtes à l'emploi ? Qu'est-ce qui va arriver ? Alors, ce qui va arriver, il y a d'abord tout ce qui concerne les motorisations pour le suivi de la réglementation. Donc ça, c'est la partie thermique qui va encore vivre quelques temps. Mais on commence à trouver des technologies qui sont utilisées dans les hybrides et les véhicules électriques. Et on présente nos toutes premières pièces pour le véhicule hydrogène, sur lequel on a commencé à avoir les premiers contrats. Ça, c'est la partie motorisation. À l'intérieur du véhicule, c'est tout ce qui concerne l'interface utilisateur et des surfaces plus intuitives, plus touch, plus haptiques, un système pour lutter contre le mal des transports. Et puis, un grand nombre d'innovations qui concernent le confort à bord, comme des aérateurs programmables, etc., et des poignées qui sont plus ergonomiques pour l'usage de certaines fonctions du véhicule. Donc tout ça est présenté à l'intérieur de 4 véhicules, 2 en phase terminale de développement et 2 qui sont vraiment des prototypes aujourd'hui. Donc on a 2 voitures BMW, une Peugeot, une Renault,
qui ont été modifiés par nos soins, par nos équipes, et qui sont présentés à nos clients. Ça commencera cet après-midi, puis après la voiture va faire le tour du monde pour être présentée dans les centres techniques de nos clients. Elle sera en fin octobre. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, parce que là, vous avez tout listé en même temps. Qu'est-ce qui va arriver dès maintenant? Qu'est-ce qui est déjà prêt à l'emploi et qui va changer l'expérience de la conduite, finalement, et du conducteur? Et qu'est-ce qui est davantage une tendance sur la voiture du futur? Alors, tout ce qui va être implanté maintenant, et on le trouve déjà dans le commerce, on a fait par exemple des barres de toit qui sont orientables, parce qu'en fait les barres de toit c'était un empilage de barres, et aujourd'hui on a des barres ergonomiques qui sont équipées qui équipent déjà certains véhicules. Ensuite, on a tout un tas d'interfaces utilisateurs, des écrans touch, et qui vont pas tarder à arriver sur des voitures, et les premiers aérateurs verront le jour sur les voitures l'année prochaine. Ce sont des aérateurs d'un nouveau genre qui sont slim, que l'on voit à peine dans une voiture et qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus faciles à manœuvrer. Ensuite, pour l'environnement à bord, il y a aussi d'autres innovations qui arrivent. Plus tard, ça sera principalement sur la motorisation que l'on va voir des grosses évolutions. C'est quoi le défi parce que bon, on voit bien le défi environnemental, mais on va vers quoi? Vers la voiture à hydrogène? Alors, la voiture à hydrogène, nous commençons à livrer des pièces, et à titre personnel, je pense que c'est pas le demain, non, mais l'après-demain, oui, parce que les véhicules à batterie, je pense qu'il y aura toujours les moteurs électriques. Par contre, le stockage de l'énergie par batterie ne peut être qu'une phase transitoire pour mille et une raisons, que ce soit la fabrication des batteries, que ce soit l'extraction des minerais, que ce soit les infrastructures de charge. Enfin, il y a tout un tas de freins qui font que ça ne sera que provisoire et on ne pourra pas faire 80 millions de voitures électriques dans l'année. Donc l'hydrogène est appelé à se développer. Il commencera par les camions, par les véhicules utilitaires, mais je pense que c'est la technologie qui verra le jour, qui remplacera les énergies fossiles. Et l'habitacle du futur, faites-nous un peu rêver, à quoi il ressemblerait? Alors, l'habitacle du futur, il est aussi lié à la façon de conduire. Autant je pense que la voiture autonome n'est pas forcément un besoin, en tout cas de grand public. Il y aura des circuits de voitures autonomes, si on imagine des boucles ou si on imagine un certain nombre de choses, ça pourra se faire. Par contre, aujourd'hui, on est très proche de pouvoir prendre sa voiture, rentrer sur une autoroute et dire amène-moi à la sortie 24. Les voitures d'aujourd'hui savent quasiment le faire. Après, l'utilité, l'intérêt d'aller traverser la place de la Concorde en voiture autonome, c'est beaucoup plus limité, surtout quand il pleut, surtout quand il y a de la neige. Donc, il y aura de l'autonomie, de plus en plus d'autonomie sur des circuits plus sécurisés. Et je pense que la phase utile de l'autonomie, ça sera celle-là, c'est-à-dire de la sécurisation en parcours à peu près clarifié ou codifié, et on restera sur des modes de conduite manuelle dans d'autres environnements. Moi, ce qui m'intéressait de comprendre avec vous, c'est cette voiture qui devient de plus en plus autonome, ce qu'elle va changer à l'intérieur, parce que finalement, on va pouvoir sans doute avoir d'autres choses à y faire dans la voiture pendant nos trajets, si le pilotage devient moins une préoccupation et pour le conducteur et pour le copilote d'ailleurs. C'est pour ça que je vous demandais l'habitacle du futur. Est-ce qu'on va voir arriver des écrans partout? Qu'est-ce qui peut changer? Parce qu'entre le fantasme et la réalité, souvent, il y a un gap. Alors, autant il y a certains éléments sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, autant l'entertainment à bord, c'est déjà le cas. Les voitures que nous présentons, elles ont 4 à 6 écrans à l'intérieur de la voiture. Ça veut dire que quand la voiture conduira en autonomie ou même quand ce sera le conducteur qui conduira, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attention qui est faite pour les autres passagers. Avant, toute la communication était concentrée sur le conducteur et quasiment rien pour les autres. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On retrouve des écrans et des commandes pour les autres. Par exemple, des passes arrière, on peut accéder sur son écran au rétroviseur avant d'ouvrir une portière. Et il y a beaucoup plus d'éléments télématiques et infotainment qui sont accessibles aux autres passagers. Et la grande différence, ça sera
cette connexion de la voiture à son espace, à l'environnement extérieur. Et ça sera un salon roulant pour les occupants de la voiture. Et de temps en temps, ça sera pour le conducteur, et puis pas tout le temps. Et donc, on recevra désormais dans sa voiture. Merci beaucoup, Pierre Boulette, de nous avoir présenté les premières innovations que vous dévoilez aujourd'hui lors de vos Open Labs. Pierre Boulette, je rappelle que vous êtes directeur général de Novares. On enchaîne avec un grand sujet de préoccupation, ce sont les cyberattaques. On va revenir sur ce qu'il faut savoir et comprendre de l'attaque qui a frappé la PHP. Bon, alors, on va revenir sur cette attaque informatique qui a frappé l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP. On a près de 1,5 million de Français qui ont été touchés par cette attaque. C'est plutôt des personnes qui ont été dépistées contre le Covid-19 en Ile-de-France autour de la mi-2020. Je dis plutôt parce que finalement, dans ce fichier, j'imagine qu'on peut retrouver aussi d'autres personnes. Mais tout ça, on va en parler justement avec mes invités, experts en cybersécurité. Jacques Delarivière, président de Gatewatcher, éditeur de logiciels de sécurité spécialisé dans la détection des intrusions avancées. Vous éditez notamment une sonde qui permet de détecter les attaques en temps réel et qui a été qualifiée par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Avec nous, autre expert, Guillaume Vassaux-Houlière, cofondateur et président de Yes We Hack, qui est une plateforme de bug bounty. Bug bounty, ça veut dire que vous rassemblez beaucoup de chercheurs en sécurité, à peu près 25 000, je crois. C'est ça. À travers le monde, on les appelle les hackers éthiques, et eux, ils vont traquer les vulnérabilités afin de mieux protéger ces réseaux informatiques. Alors, on commence avec qui veut démarrer sur cette question de ce que l'on sait de cette attaque qui a été menée donc cet été, mais révélée seulement mi-septembre. Peut-être déjà une réaction là-dessus. Est-ce que c'est un délai tout à fait classique et acceptable de communication après une cyberattaque? Du coup, c'est effectivement, bonjour, c'est un délai légal, il y a un délai de communication assez rapide. Alors là, le délai est un peu plus long que le délai légal, mais maintenant, c'est un délai légal qui est imposé par la CNIL et par le RGPD. Donc c'est une attaque. Donc le délai légal est de combien ? Le délai légal est de 48 heures à partir du moment où la victime en a connaissance. Et elle doit aussi informer les personnes qui ont été victimes aussi de la fuite de données. Moi, en l'occurrence, par exemple, j'ai reçu un mail de la PHP. Et d'ailleurs, chez Bismart, on est nombreux aussi à en avoir reçu. Oui. Ouais. Et donc, qui s'excusent effectivement de cette fuite de données. Alors, comme souvent, ils disent que c'est pas vraiment de leur faute, mais d'un prestataire qui aurait mal configuré un serveur. La sécurité, c'est avant tout des principes simples, comme pour faire des fondations d'un bâtiment. C'est anticiper, des fondations solides. On parle souvent de security by design. Ça demande d'anticiper les vulnérabilités. Guillaume, alors on va peut-être pas aller aussi vite que ça. Alors déjà, donc effectivement, on a reçu un mail d'excuses, mais qui laisse, je disais dans le sommaire, un peu désemparé, parce que finalement, bon, on apprend qu'un certain nombre de données ont été subtilisées par des pirates. Mais après, que se passe-t-il? Alors, quel type de données déjà? Peut-être revenir là-dessus. C'est quand même l'identité, le numéro de sécurité sociale. Et aussi les coordonnées des personnes textées et éventuellement des cas contacts que l'on a signalés, l'identité aussi des responsables de santé qui se sont occupés de nous. Ça fait quand même beaucoup de données perso, ça. Oui, ça fait un petit peu de données. On peut y avoir pire. Mais globalement, aujourd'hui, ce qu'on a vu par rapport à la vulnérabilité en question, 1,4 million de données qui ont été exfiltrées, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'était un partage de fichiers qui a été mis en œuvre temporairement pour partager notamment avec l'assurance maladie. Et donc, du coup, il y a eu des... En fait, c'était pour le suivi de cas contacts. La PHP avait mis en place un système de transfert de données avec la sécurité sociale. Et c'est ce système de transfert qui était fragile, non sécurisé. En fait, la PHP n'a pas communiqué sur le sujet techniquement. Donc, du coup, on a un petit peu de briques d'information. Donc, une vulnérabilité potentielle dans le logiciel qui est utilisé. Donc là, typiquement, un manquement de l'éditeur ou un problème, justement,
comme disait Jacques, du by design. Quand on crée quelque chose, on va voir si on est dans les best practices en fait en thème cyber qu'on va fournir à son client. Donc ça, c'est hyper important. Et deuxièmement, après, il y avait la rétention des données. Donc ça, c'est une grosse question. C'est-à-dire que normalement, les liens devaient être supprimés. Et donc du coup, ils sont restés plus longtemps, donc 1 an globalement, sur Internet, protégés par un mot de passe. C'est ça, on parle de tests qui ont été réalisés en mi-2020. Exactement, au mois de septembre, là, globalement, la faille a été détectée en septembre et puis on se retrouve avec des données à mi-2020. Mais le problème, c'est que votre numéro de sécurité sociale, en fait, vous ne le changez pas comme un mot de passe, c'est à vie. Donc en fait, on va découler potentiellement à des choses qui sont malveillantes sur ces données et qui vont être utilisées pour faire du phishing, au faux, usage de faux potentiel par les gens qui sont malveillants. Il y a des enquêtes aujourd'hui qui sont lancées. Évidemment, la PHP a porté plainte auprès du procureur de Paris, mais il y a aussi la CNIL qui a ouvert une enquête sur cette violation. Est-ce qu'on avance dans l'enquête? Est-ce que vous avez des informations là-dessus pour connaître l'origine déjà de l'attaque? En fait, comme toutes les enquêtes, en général, les informations sont restées dans le cercle judiciaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, en fait, et je pense qu'il faut aussi s'interroger sur les autres fichiers, qui pourraient être comme ça aussi encore à disposition sur Internet, donc qui pourraient être soit piratables ou aussi juste accessibles en clair. On a vu qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses vulnérabilités sur le cloud, qui sont encore sorties ce matin et qui ont impacté des centaines de clients de Microsoft et de d'autres grands acteurs du cloud. Et en fait, elles impliquaient que des fichiers étaient disponibles de manière ouverte sur Internet. Mais alors, quand on entend ça, moi j'ai l'impression qu'on banalise un petit peu ces problèmes de failles de sécurité, parce qu'on se dit finalement, tout le monde est touché, y compris des grosses boîtes, donc c'est la faute à personne. Est-ce que, pour revenir sur quand même ce type d'attaque, est-ce que vous qui surveillez tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une signature en particulier? Qui s'attaque à la PHP? Qui s'attaque aux hôpitaux publics français? Est-ce qu'il y a des groupes qui sont spécialisés dans ce type d'attaque? On va plutôt dire que c'est opportuniste, c'est une question d'argent. En face de nous, on a des gens qui sont... Mais d'argent, les hôpitaux publics, on n'est pas sûr que ce soit franchement la bonne pioche. Oui, mais vous savez, en France peut-être, mais dans d'autres pays, peut-être que... Et Jacques pourra peut-être rebondir là-dessus, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, 4 fois plus d'attaques en 2020, 11% des victimes qui ont été traitées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, qui étaient justement dans le système hospitalier. Donc vraiment, on a vu cette croissance au niveau de cette cible de choix pour des groupes, et on est vraiment sur des sujets où c'est vraiment de l'opportunité pour générer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et donc du coup, ils sont aperçus aussi qu'il y a... Parce que là, c'est pas un rançongiciel, il n'y a pas eu de demande de rançon auprès de la PHP. En fait, les fichiers après sont revendus. Donc un fichier piraté a une valeur forte, et donc là un fichier qui est d'aussi bonne qualité, si on peut dire, parce que c'est un fichier qui est très cohérent avec des données vraies et vérifiées. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire derrière? Des personnes qui font par exemple du télémarketing, ou qui veulent, comme le disait Guillaume, faire du phishing, donc du piratage, envoyer des courriers simplement pour souscrire à des produits frauduleux. Vous savez, l'imaginaire dépasse souvent ce que nous, on peut imaginer comme simple personne, et il y a toujours un potentiel d'utilisation très fort de ce type de fichiers. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de fichiers accessibles sur Internet, sur les réseaux, qui devraient être des fichiers sensibles? Je pense que d'une part, il y a l'urgence du Covid qui fait que les différents organismes qui ont fait des tests ont dû s'adapter en temps réel. Et donc, on fait... Donc, il n'y a pas forcément la logistique informatique adéquate. Et souvent, ils ont assez peu de moyens pour être au contact de nombreuses personnes qui travaillent dans la santé, dans le numérique pour la santé. Ils font un travail remarquable compte tenu des moyens qu'ils ont. Parce qu'il faut souvent aller très vite, il y a des urgences aussi médicales, et qu'il faut aller vite pour mettre en place des systèmes qui marchent sans forcément penser à la robustesse du logiciel ou de l'infrastructure, parce que la robustesse, ça prend plus de temps, ça prend plus de réflexion, et dans l'urgence, on cherche juste à brancher un système qui marche, et on se retrouve avec... Mais là, on parle de données de santé, il y a une réglementation beaucoup plus stricte sur ces données-là. Normalement, on devrait avoir une protection... Oui, mais je pense que Jacques a expliqué le problème, c'est que globalement un manque de moyens et l'urgence.
Donc Oui. on se retrouve sur les mêmes problématiques qu'on a dans toutes les entreprises, dans toutes les structures qui ont un système d'information. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a Internet. Internet, c'est simple. On a des outils qui sont simples. On croit que derrière, en fait, le prestataire a sécurisé tout. Et en fait, même si on met un mot de passe Toto, c'est sécurisé. Et en fait, on se retrouve, il y a de l'hygiène informatique, il y a de la technique, et il y a aussi les moyens qu'on va mettre en face. Et aujourd'hui, on voit plutôt, je veux dire, c'est français, mais pas que. C'est que la cybersécurité a un coût, mais aujourd'hui, on a un transfert de cette logique vers plutôt du marketing, puisqu'aujourd'hui, vous allez utiliser plutôt des solutions européennes qui sont garantes de vos données, que des solutions américaines. On en parle beaucoup. Et donc, du coup, on est en train de revenir un petit peu en arrière. Et donc, du coup, ces sujets de cyber sont en train d'arriver comme un sujet aussi marketing. Et en plus, on le voit de plus en plus dans la presse, qu'il y a vraiment un pan entier de l'économie qui peut être Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on choisit un prestataire européen qu'on sera mieux protégé. Mais vous avez quand même soulevé aussi un point. Alors, d'un côté, certainement une responsabilité de la PHP sur la protection des données des patients, mais aussi, vous avez soulevé un point, c'est la responsabilité de l'éditeur du logiciel. Exactement. Ça, c'est un point où... Est-ce qu'aujourd'hui, quand on porte plainte contre une attaque, est-ce que ça remonte jusqu'à l'éditeur du logiciel? Est-ce qu'il peut être jugé, responsable? Non, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de contrainte, ce qu'on appelle de la robustesse du logiciel. En fait, quand vous achetez une voiture, vous estimez qu'elle doit être résistante à un crash. Quand vous achetez un logiciel, vous devriez aussi estimer qu'il puisse être résistant à un piratage externe ou interne. Et en fait, c'est pas encore la norme dans les mentalités et dans les us et coutumes du monde. Mais je sais que l'écosystème se mobilise pour ça, puisqu'il y a des revendications assez fortes en France pour qu'une responsabilité sur les éditeurs soit enfin actée. Et même, au-delà de ça, depuis la création de l'ANSSI en 2009, l'ANSSI, donc, qui est l'autorité nationale en termes de cybersécurité, milite en fait pour que les logiciels soient robustes by design par défaut. Oui. Et donc elle a mis en place des certifications pour justement mettre en avant la qualité de l'écosystème français, de la même manière que nos logiciels sont certifiés par l'ANSSI, des entreprises comme ISWER aussi garantissent que les vulnérabilités sont stockées aussi de manière sécurisée. Et ça, c'est, je pense que la robustesse globale de l'écosystème numérique, c'est un enjeu très fort pour l'Europe, avec de nombreuses certifications qui ne sont souvent pas imposées par les clients parce qu'elles coûtent plus cher. Donc il faut aussi mettre en avant le besoin de restaurer de la confiance dans le numérique. Et ça, ce besoin, il passera par de la robustesse. Exactement. Et puis moi, je vais juste rajouter un point qui me tient à cœur, c'est qu'aujourd'hui, on a facilité la commande publique, donc nos collectivités et un ensemble, tout un pan de l'économie française qui est aussi garant de nous en tant que citoyens, de nos données, etc. On facilite la commande, mais à côté de ça, on n'impose pas des contraintes en termes de cybersécurité. Donc en fait, un maire, il n'a pas spécialement les moyens. À la PHP, ils ne se préoccupent pas de la cybersécurité. Ils achètent un logiciel pour son cœur de métier, son besoin métier. Et aujourd'hui, on facilite cette commande, mais d'un côté, on oublie, ils ne se préoccupent pas. Globalement, ils se considèrent que si c'est recommandé dans le catalogue de la commande publique, du coup... Là, vous faites référence à quoi? À l'annuaire qui est mis en l'UGAP, place? par exemple, tous les logiciels qui sont fournis, l'UGAP, qui facilitent la commande publique. Aujourd'hui, il n'y a aucune contrainte en termes de cybersécurité. Donc, n'importe quel éditeur, une fois qu'il est référencé, peut vendre à toutes nos collectivités. Chaque collectivité prend sa responsabilité en termes de cybersécurité une fois qu'il a installé, mais sauf qu'on va démultiplier les coûts. Parce qu'au final, chaque collectivité devrait faire tester par YesWeHack ou surveiller par l'entreprise de Jacques ces systèmes. Alors que si on faisait un tronc commun, ça nous coûterait moins cher et en même temps, on aurait des bonnes bases. Et ça, c'est important. On voit le chantier pour les collectivités, les entreprises. Maintenant, pour le citoyen, alors... Qu'est-ce que vous recommandez? Si on a reçu cet email nous indiquant qu'effectivement une partie non négligeable de nos données ont été subtilisées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement être prudent des sollicitations Être prudent vis-à-vis de quoi? De personnes qui peuvent les solliciter de manière inhabituelle, des appels qui sont nouveaux dans leur écosystème de leur téléphone, des courriers aussi qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir. Par exemple, aujourd'hui en France, quand vous créez une entreprise, vous recevez plein de faux courriers qui vous incitent à souscrire à des annuaires européens de référencement qui paraissent légaux et obligatoires, qui sont juste des souscriptions optionnelles.
Et c'est un peu pareil. Ces gens-là, ils vont être soumis sûrement à un peu plus de stress externe. Donc on peut imaginer qu'ils reçoivent un mail leur disant voilà, on connaît votre numéro de sécurité sociale, donc on est la sécurité sociale, vous pouvez nous croire, et on vous demande de rentrer votre numéro de carte bancaire pour effectuer une transaction, pour avoir un remboursement, pour être dédommagé ou je ne sais quoi. L'objectif au final, c'est quand même d'aller voler de l'argent. C'est ça. En fait, il faut, dans le numérique en général, il faut toujours se dire est-ce que si la chose qu'on me demande sur mon téléphone, on me l'a demandé dans le réel, dans la rue, je la ferai avec un inconnu. Et si la réponse est non, eh ben, il faut pas le faire. Et souvent, on a tendance, parce que c'est nouveau, et que c'est numérique et que c'est immédiat, à faire des choses qu'on ne ferait pas naturellement avec un inconnu. Avec un inconnu, mais là en plus, ça peut être davantage piégeux, puisque à partir des données qui sont déjà entre les mains des pirates, ils peuvent se faire passer pour un organisme qui nous semble de confiance. Justement, c'est le risque, parce que du coup, ils vont vous mettre en confiance. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est en pandémie, on a le Covid, etc. Donc, on va en plus cet effet de stress. Et en plus, ça, on est vraiment dans le cœur, c'est-à-dire santé. Oui. Et donc, du coup, il peut vraiment... là, on a tout ce qu'il faut, la bonne recette pour justement créer tout un tas de scénarios malveillants. Et le pire, c'est vraiment fraude au niveau de son identité, parce qu'on peut le coupler parfaitement avec d'autres données qu'on aurait récupérées sur d'autres bases qui ont été exfiltrées durant l'année ou durant ces 2 dernières années. Là, on a de la donnée qui est assez fraîche. Donc, du coup, les numéros de sécurité sociale, couplés avec d'autres choses, peuvent être intéressants. Donc, il faut attentif, l'hygiène informatique et pas... L'Internet, c'est simple, mais ça reste un sujet qui est compliqué et qui touche chaque... Il faut être parano. Alors, la préfecture de police a mis en ligne un formulaire de plainte, justement, pour les personnes qui seraient victimes d'une approche malveillante. Donc, on pourrait déclarer, en fait, une mauvaise intention très facilement en remplissant un formulaire. Plus besoin d'aller porter plainte au commissariat. Ça, c'est utile. Est-ce qu'après, derrière, cette brigade de lutte contre la cybercriminalité, elle en fait quoi de toutes ces déclations ? Et en fait, déjà, il faut le faire. Il faut le faire pour qu'il y ait un traçage et qu'il y ait des actions groupées. Parce que, vous savez, les pirates sont souvent pas très malins et ils laissent toujours des traces. Et donc, avec le volume de personnes qui se font... qui subissent du phishing, par exemple, la police peut remonter des traces, par exemple par des téléphones utilisés pour envoyer des SMS. Et donc, il faut vraiment, je pense, matérialiser l'acte malveillant par une plainte. Ça, donc ça vaut la peine de jouer le jeu. Oui, il faut jouer le jeu. Et ça permet aussi au pouvoir public de mesurer l'ampleur des moyens nécessaires à mettre en face de ce risque de piratage et de malveillance numérique. De toute façon, la cybersécurité, c'est un sport collectif, faut le voir comme ça. On a besoin de tout le monde et chacun est acteur de la sécurité de son entreprise, de lui en tant que personne et de sa famille et de notre usage au final. Qu'est-ce qu'on sait du mode opératoire sur cette attaque qui a visé la PHP ? Est-ce que c'est un mode opératoire classique, simple ? Honnêtement, les détails ont assez peu filtré. Ce qu'on sait, c'est que dans ce genre de piratage, c'est soit juste une erreur de configuration, c'est-à-dire que le logiciel était déjà en accès libre, avec les fichiers qui étaient en accès, et une personne les a trouvés, et une autre encore, et donc une deuxième, par exemple, l'a déclaré aux autorités. Mais c'est souvent uniquement ça, en fait. C'est souvent des erreurs juste de configuration, de dire si un serveur de fichiers est accessible ou non de l'extérieur. Et ça, en fait, il faut le dire. C'est ce qu'on pourrait appeler, alors ils l'ont déclaré comme une faille récente dans l'outil numérique. Oui, c'est ça, une faille récente, c'est quelque chose qui n'est pas protégé. Ce qui est important, c'est à prendre avec des pincettes. Comme le disait Jacques, souvent, on est à l'ère du cloud, donc en fait, on va avoir tendance à partager nos fichiers et se dire, en fait, le fournisseur, c'est lui qui sécurise et c'est sécurisé par défaut. Sauf que c'est pas vrai. On se défausse. Donc du coup, il y a 2 sujets. Là, on a un sujet où c'est un partage de fichiers entre des entités qui était protégé par un mot de passe. Donc là, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que le mot de passe était Toto ou est-ce que c'était un mot de passe robuste ? Ça, on ne sait pas. Et après, comme on ne sait rien de cette attaque... Toto, c'est pas le plus fréquent, je crois que c'est 1, 2, 3, 4. Oui, 1, 2, 3, 4. Il y a plein. C'est un exemple assez simple. Ou sinon, en fait, vous allez avoir des vulnérabilités de type 0D, on appelle ça, en fait. Donc, c'est des vulnérabilités qui ne sont pas connues, en fait, qui sont des vulnérabilités que nous, on va, par exemple, chez YesWeHack, on est là pour trouver les failles
et permettre aux éditeurs de les corriger à nos clients. Et Voilà, donc, ce serait une attaque beaucoup plus sophistiquée. exactement. Donc du coup, voilà, il faut... Là, quand ils évoquent une c'est faille plutôt récente, ciblé. on n'est pas sur une 0D, puisque ça veut dire qu'ils l'avaient identifiée. Potentiellement. On n'en sait pas grand-chose, mais ça veut dire le temps de déploiement d'une faille. C'est toujours, vous l'identifiez, vous la corrigez, et après, vous allez la déployer sur vos clients. Et ça met Et en toujours attendant, un cette petit peu de faille, elle est temps. revendue, en fait, sur le black market, enfin, Potentiellement, au marché voilà, noir, à des exactement. pirates. En fait, ou même elle est juste référencée sur des sites qui sont ouverts, hein. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui référencent les failles parce qu'elles sont censées avoir été corrigées, des sites qui sont accessibles aujourd'hui de manière très ouverte. Et en fait, au-delà de ça, effectivement, ça pouvait être une faille de 0D, donc une faille assez spécifique, mais juste une faille ancienne qui n'avait pas été corrigée. Et c'est un sujet qui a été globalement amené par le plan cyber du président en février dernier. Alors oui, ça, on va avoir besoin de moyens. C'est effectivement, les conséquences sont très importantes et pour les citoyens, mais aussi pour toute l'économie française. Il va falloir apprendre à mieux se protéger. Merci beaucoup, Guillaume Vassoulière, président de Yes We Hack, et Jacques Delarivière, président de Gatewatcher, pour vos éclairages sur cette cyberattaque. Juste après la pause, c'est le rendez-vous des apps. On continue avec le thème de la santé. Et nous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart en direct à 11h tous les matins. Alors dans cette deuxième partie de l'édition, on va partir à la découverte de la naissance d'une intelligence artificielle qui est capable de coder. Mais d'abord, c'est le rendez-vous des apps avec Baptiste Michel, cofondateur de BAM, qui nous offre chaque mois un tour d'horizon des meilleures applications mobiles, en tout cas vos préférées, et vous êtes un connaisseur. Bonjour Baptiste Michel, merci Bonjour. beaucoup d'être là. On va parler, je l'ai dit tout à l'heure, en particulier de ces applis qui veillent sur notre santé. Ce n'est pas forcément des applis de santé, mais en tout cas qui prennent soin de nous, et surtout, on précise, elles ne remplaceront jamais une consultation médicale. Tout à fait. Bon, on va commencer par parler de la plus célèbre. L'application santé d'iPhone, Ouais. qui est effectivement sans doute la plus célèbre, qui permet de monitorer à peu près tout. Ça va du cycle de sommeil à l'activité physique, en passant par le rythme cardiaque. Donc, elle a eu un lifting avec la nouvelle version iOS 15 qui est sortie la semaine dernière. À noter, une nouvelle fonctionnalité qui permet de partager ses données de santé avec ses proches. Une nouvelle mesure, la mesure de l'équilibre de la marche. Et puis, une intégration qui est mieux faite pour les cyclistes. Ça aide à détecter les chutes, si on a par exemple une watch, pour appeler les secours. Donc l'appli a été revue avec un nouveau design aussi. Et puis, elle arrivait aussi de l'application fitness, non, qui va permettre de faire du sport avec ses amis en collectif, qui débarque en France également. Ouais. Ça c'est tout nouveau, c'est un nouveau service. Ouais. Donc c'est même une nouvelle app. Et ça peut venir concurrencer les salles de sport. Bon, enfin, même si je trouve que c'est moins drôle que de le faire en présentiel. Autre application. Dans les apps d'auto-diagnostic, il y en a deux qui m'ont plu. La première, c'est Migraine Buddy. Donc, c'est une app qui aide à gérer ses maux de tête, donc à comprendre quels sont les déclencheurs et puis à noter les fréquences. Ça permet d'envoyer ça à son médecin pour l'aiguiller dans le traitement qu'il pourrait nous donner. Super intéressant. Et puis une dernière app qui s'appelle Flow, qui fonctionne très bien. Donc c'est une app qui est de suivi de cycle menstruel. Et ça fonctionne bien parce que les médecins la recommandent beaucoup aux patientes. Il y a une fonctionnalité basée sur du machine learning qui permet de prédire des cycles adaptés. Donc beaucoup basé sur la fertilité. Et puis il y a une communauté avec un forum de discussion pour s'entraider, pour discuter. Très bien. Alors, autre application intéressante, c'est quand justement on a besoin de consulter à distance un professionnel de santé. Alors on connaît là aussi, il y en a une que tout le monde connaît. Ouais, on connaît tous Doctolib. Il y en a une autre qui est super, qui s'appelle Care, qui est vraiment basée sur la téléconsultation. Oui. Donc on peut trouver un médecin en 5 minutes ou prévoir des rendez-vous. Il y a tout type de médecin. Ça fonctionne 7 jours sur 7. Dans la même veine, il y a Livy. Oui. Donc c'est vraiment deux apps qui fonctionnaient très bien et qui, avec le Covid, ont vraiment explosé. Dans la même veine, cette fois-ci plutôt pour les parents, il y a Biloba, qui est une app moins connue, mais qui permet en fait de trouver des consultations de pédiatrie
Donc ça fonctionne sur un principe d'abonnement. Et une fois qu'on est abonné, on peut consulter un pédiatre à peu près autant qu'on veut, à tout moment et quand on est stressé. Pour son enfant, comme moi par exemple. C'est super pratique. Bon, il y a aussi des apps qui peuvent sauver des vies, vraiment. Est-ce que vous avez l'application Croix-Rouge ? Il va falloir que je la charge, je crois. Elle est super, parce oui. que en fait, c'est l'application qui explique comment, qui va nous former en fait aux gestes qui peuvent sauver la vie, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, noyade, catastrophe naturelle. Donc ne serait-ce que pour apprendre à mettre quelqu'un en position latérale de sécurité, Oui. ça vaut le coup de l'avoir dans son téléphone. Bon, indispensable, ok. Alors après, il y a tous les petits tracas du quotidien. Voilà, chacun a ses petites pathologies, pas forcément graves, mais qu'on aime bien pouvoir suivre. Non, mais par exemple, pour les addictions, Tabac.io, ça fonctionne très bien. C'est un super motivateur, en fait, quand on veut arrêter de fumer, parce que ça permet de voir le nombre de cigarettes qu'on n'a pas fumé depuis qu'on a arrêté, Okay. le nombre l'argent qu'on a économisé, et même les mois ou parfois les années de vie qu'on a gagnées. Donc Ça, c'est bien, ça encourage. ouais, ça encourage vraiment. Donc ça marche très bien. Ensuite, pour les allergies. Alors, il y a une application que j'ai découverte qui est super, qui s'appelle Allergobox. C'est un peu le Yuka de l'allergie. D'accord. Quand on est allergique, aller faire les courses, c'est compliqué. On ne sait pas quel produit acheter. Du coup, en utilisant Allergobox, on scanne le code barre d'un produit et ça nous dit si on peut l'acheter ou non, en fonction des ingrédients qui s'y trouvent et de l'allergie qu'on a. Ok, super. Et si on est allergique au pollen ? C'est allergique au pollen. À ce moment-là, il y a une autre app qui s'appelle Brisometer. Okay. C'est l'app en fait utilisée par Apple pour évaluer la qualité de l'air. Donc ça nous dit en fait les polluants qu'on va respirer potentiellement et si c'est le bon moment d'emmener son enfant au parc ou non. Bon, on termine avec des applis pour notre santé mentale. Il y en a beaucoup. Il y en a une très connue qui s'appelle Headspace, qui est l'application leader dans la méditation. Donc on peut faire des méditations de 3 minutes comme de 20 minutes en groupe. Il y a des applications plus spécifiques. Il y en a une qui s'appelle NOCD, qui est une application pour aider les gens qui souffrent de TOC. Donc c'est basé sur de la thérapie cognitive. Ça nous permet aussi de faire des vidéos avec un praticien pour aider là-dedans. Et la dernière, l'application du bonheur, qui s'appelle Happify, qui est en fait une application pareille basée sur des techniques de thérapie cognitive. Il y a des jeux. Et en choisissant les jeux qu'on fait, ça nous aide à gagner en confiance en soi ou à gérer son stress, etc. Ça nous rappelle que la vie est belle, quoi. Super. Bon, vous avez encore le temps pour une dernière application, Baptiste. Si j'ai le temps, je pense que je parlerai de Diet Sensor. Oui. Diet Sensor, c'est une appli en fait Pour faire des régimes. Ouais, pour faire C'est des un régimes régime, oui. de perte de poids. Elle est très bien faite parce qu'il y en a beaucoup, mais celle-ci, elle est très complète, simple d'utilisation, elle s'adapte vraiment à la situation dans laquelle on est. Et en plus, on peut aussi consulter à distance un diététicien. Eh ben super, merci beaucoup pour toutes ces découvertes. Baptiste Michel, cofondateur de BAM. On vous retrouve le mois prochain pour suivre d'autres tendances dans le monde des applications. À suivre dans Smart Tech, c'est bientôt la fin. On termine avec notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia Sévry. Aujourd'hui, vous allez nous présenter. On va parler d'intelligence artificielle. Oui, on va parler d'intelligence artificielle et de l'entreprise OpenIA, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle, entreprise qu'on connaît bien dans Smart Tech, puisqu'on en parle souvent sur ce plateau, pour parler des différentes applications que permettent ces technologies, et notamment l'IA GPT-3, précisément. On va y revenir un petit peu plus tard. Que Jean-Paul Smets, dans le monde du libre, nous avait expliqué par le menu. Exactement. Et alors aujourd'hui, une nouvelle IA fait parler d'elle. On le lisait encore hier dans les Échos. Et si on en parle de plus en plus, c'est parce que ces applications pourraient révolutionner jusqu'à la transition digitale même des entreprises. Cette innovation, c'est un peu le Graal. C'est un code qui s'écrit tout seul. Enfin, précisément, c'est l'intelligence artificielle et l'API Codex qui vont pouvoir coder. Codex est capable de traduire en fait un langage naturel en anglais en ligne de code. Ça marche un petit peu comme un traducteur automatique, comme Google Translate par exemple, mais au lieu de passer de l'anglais à l'espagnol, on va passer de l'anglais au langage du code. Enfin, plutôt à tous les langages du code, parce qu'il y en a plusieurs, vous le savez Delphine. Ici, Codex est capable d'en traduire 12 langages, dont le plus connu, le plus fréquemment utilisé, qui est le langage Python.
Et alors, comment a été mise au point cette techno ? Mais c'est un descendant de GPT-3. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure en introduction. Cette intelligence artificielle de langage créée donc par OpenIA pour faire à peu près la même chose, mais sans la partie codage. Enfin, elle avait commencé, mais elle n'a pas développé cette partie-là. Elle peut rédiger des essais, cette intelligence artificielle, des résumés de texte, des poèmes, des traductions. Vous en aviez parlé, hein, les capacités sont assez énormes. Ça a révolutionné d'ailleurs le monde du codage. Et tous ces algorithmes, ils ont été entraînés à partir de 570 gigaoctets de textes collectés sur Internet. Et bien, toutes ces données amassées, elles ont servi à entraîner Codex aujourd'hui, qui en plus de ça, non content d'avoir toutes ces données, est allé encore piocher dans des sources libres sur Internet des milliards de lignes de code sources qui provenaient donc de toutes ces bases de données libres d'accès aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fonctionne ? Ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Le 10 août dernier, en fait, OpenAI a rendu public, accessible, une version bêta à tous les codeurs qui avaient quand même pris la peine de s'inscrire sur une liste d'attente. Donc, ils ont été rares. Mais satisfaits, on a pu voir énormément de youtubeurs faire des tests. On a vu que ça marchait véritablement. D'ailleurs, un jeu, Space Invader, a été complètement créé par Codex. Et alors, quel est l'objectif recherché ? Parce que l'idée, c'est, j'imagine, pas de remplacer les codeurs complètement. Effectivement, l'idée, c'est plutôt de les soulager, hein, parce qu'il y a beaucoup de tâches répétitives. Dans des gros projets, c'est extrêmement fastidieux comme travail. Donc, l'idée, c'est de les accompagner comme un assistant qui est capable de prendre la main à tout moment. Et puis, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, elle peut apprendre des corrections que va faire le codeur. Voilà, s'il veut aller vérifier le travail, il va modifier. Et souvent, un codeur a un style et l'intelligence artificielle va pouvoir copier ce style-là pour être au plus proche du travail de son maître, hein, si j'ose dire. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un intérêt pour les non-initiés de découvrir comment ça fonctionne, d'apprendre à modifier eux-mêmes. Et donc, ça va donner véritablement un accès supérieur au codage aujourd'hui. Et alors, vous avez parlé de révolution pour la transition numérique. Oui, je vous donne un exemple concret. Il y a une entreprise déjà au Luxembourg qui adapte ses modèles de langue d'OpenIA pour fournir des solutions prêtes à l'emploi pour les entreprises grâce à l'API, l'interface de programmation. Il suffira aux clients d'exprimer leurs besoins en rentrant en anglais, hein, pour l'instant, leur demande, et ils pourront modifier leur site eux-mêmes sans passer par un codeur, sans passer par toute l'équipe digitale, même si a priori ils seront en charge de ça. Ils pourront modifier leur site, créer une plateforme, créer du contenu interactif, ils seront libres de tout ça. Et bien sûr, Codex, pour l'instant, c'est une version bêta, donc gratuite, mais à la suite, elle va devenir payante. Alors, il faut se dépêcher de la tester. Bon, dépêchons-nous. Merci beaucoup. Merci Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation et les mondes numériques. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.